Bonjour tout le monde. Donc, bonjour. Nous vous remercions de votre présence. Je suis Astou Niang, conseillère aux affaires internationales à la direction des affaires internationales de l'ENAP, donc experte en évaluation. Je vais être votre co-animatrice pour ce panel. Et puis, mon collègue Aref Ben Abdallah qui devrait nous rejoindre sous peu. Donc, nous vous remercions vraiment de votre présence. Pour commencer, ce panel qui est organisé dans le cadre du Forum international francophone de l'évaluation a pour thématique la pertinence de développer ou de renforcer les systèmes nationaux de suivi-évaluation en Afrique francophone. Nous souhaitons la bienvenue à nos éminents panélistes que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais avant de passer au sujet qui nous intéresse, nous aimerions vous, aborder certaines questions techniques pour faciliter, le déroulement. D'abord, sachez qu'un enregistrement complet du e-panel sera mis à votre disposition après le panel. Par rapport aux questions que vous voudriez poser à nos panélistes, nous vous invitons à utiliser le bouton chat pour formuler vos questions. Donc, comme je vous disais aussi, mon collègue Aref Ben Abdallah pourra se joindre à nous pour compléter l'animation. En ce qui concerne nos éminents panélistes que nous remercions bien, j'aimerais tout d'abord vous les présenter. D'abord, nous avons Madame Sophie Sirten, de nationalité belge, qui est aussi directrice de la stratégie et des opérations du groupe d'évaluation indépendant de la Banque mondiale. Donc, elle est chargée de définir les priorités stratégiques et le programme de travail de l'IEG et d'assurer une orientation stratégique à la gestion des ressources. Depuis qu'elle a rejoint l'IEG en 2016, Mme Sirten dirige le processus de formulation du programme de travail de l'IEG afin qu'il s'aligne sur les priorités stratégiques et opérationnelles du groupe de la Banque mondiale, mais continuellement à jour la théorie du changement et le cadre de résultats de l'IEG, ainsi que ses divers protocoles internes et surveille leur implementation. Madame Sirten dirige également le travail de l'IEG destiné à développer les capacités d'évaluation dans le monde. Récemment, elle a dirigé la création et la mise en place de l'initiative globale de l'évaluation, donc un partenariat mondial ayant pour objectif de développer les cadres et les capacités de suivi et d'évaluation des pays émergents et des pays en voie de développement afin de promouvoir l'utilisation des données probantes dans la prise de décision publique et le renforcement de la responsabilisation, la transparence et la focalisation des résultats. Donc, bonjour, Madame Sirten. Ensuite, nous avons Madame Isabelle Mercier, donc, qui est directrice de l'évaluation à Affaires mondiales Canada. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des évaluations au sein de la fonction publique canadienne. Isabelle est aussi une fervente partisane de l'innovation et de l'avancement des pratiques d'évaluation. Elle s'est récemment concentrée sur la mise en œuvre de principes de recherche féministes dans son travail. Notamment, elle a aussi mis en place l'accent sur les méthodes participatives, la mobilisation de l'expertise et des connaissances locales, l'éthique et l'intégration des perspectives des femmes et des filles dans l'évaluation. Elle a également reconnu le rôle important que jouent les évaluateurs dans la traduction des connaissances évaluatives en informations utiles et exploitables. À cet égard, elle a soutenu la mise en place d'une stratégie d'apprentissage en évaluation au sein de son ministère, donc Affaires mondiales Canada, en explorant de nouveaux produits d'apprentissage et de nouvelles méthodes de communication. Isabelle est la représentante du Canada au sein aussi du comité directeur et du bureau du MOPAM, de la Coalition mondiale pour l'évaluation de la COVID-19, du Nordic Evaluation Network. Elle est aussi la co-vice-présidente d'Evalnet de l'OCDE. Isabelle, la passion d'Isabelle pour sa famille, ses collègues et l'environnement a été aussi déterminante pour la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, bonjour, Madame Mercier. Ensuite, nous avons Monsieur Jean-Serge Quesnel, donc, qui est professeur associé à l'École nationale d'administration publique.
Il est évaluateur qualifié et membre tutélaire de la Société canadienne d'évaluation. Il fut président du groupe d'experts en évaluation du comité de l'aide au développement qui ébauche les principes d'évaluation. Il fut aussi président du groupe de travail qui a dirigé les normes et les règles d'évaluation émises par les Nations Unies. M. Kennel aussi fut le coordonnateur du groupe de coopération en évaluation des institutions financières internationales. Il est le premier membre officiel de l'Association internationale d'évaluation du développement, IDEAS. Il fut le coordonnateur fondateur du réseau francophone d'évaluation qui organise le forum aujourd'hui. Il est investi dans le développement de la professionnalisation de l'évaluation et fut proactif, appuyant la création de nombreux réseaux et associations mondiales, régionales et nationales. M. Kennel a été aussi directeur des bureaux d'évaluation de l'Agence canadienne de développement international, l'ex-ACDI, la Banque interaméricaine de développement et l'UNICEF. Depuis octobre 2021, il est aussi le président de la Société québécoise d'évaluation de programmes. Donc, bonjour, M. Kennel. Ensuite, nous avons M. Edoé, donc M. Edoé Dimitri Akbodjan. Je m'excuse, Edoé, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Donc, M. Edoé est, comment dire, le directeur du CLIE francophone au niveau de l'Afrique francophone. Donc, c'est aussi, comment dire, c'est aussi, excusez-moi, donc il est aussi passionné de questions de développement de l'Afrique. Il a plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'évaluation, de la planification et la gestion de projets de développement. Il est aussi expert principal du centre en matière de renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, de diagnostic des capacités et d'élaboration des politiques nationales d'évaluation. Dans cette fonction, au niveau du CLIE, Afrique francophone, il se définit comme un militant de l'évaluation. Avant de rejoindre le CLIE, il a été enseignant-chercheur au CESAC, coordonnateur de projet, responsable des parcours licence, master, MBA en gestion de projet. Il a été en outre professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, consultant en renforcement des capacités au cabinet canadien, PGF Consultant Inc., et il a travaillé au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. En tant que consultant, il a soutenu aussi des ministères, des organisations panafricaines, des agences de développement, dans la mise en place d'outils de suivi et de planification axés sur les résultats. Il a formé des centaines de fonctionnaires, de parlementaires et de professionnels du développement en évaluation et en gestion de projets. Nous avons ensuite, bonjour Edoé, M. Amadi, donc M. Abdellatif Amadi, donc, qui nous vient de l'Observatoire national du développement humain. M. Amadi donc, est, comment dire, actuellement le chef du pôle des systèmes d'information. Il est lauréat de l'Institut de l'administration des entreprises de Paris 1 Sorbonne et ingénieur statisticien de l'NCA de Rabat. Il a participé à la conduite des études sur l'évaluation des politiques publiques en matière de développement humain. Il a assuré l'animation des ateliers thématiques et de renforcement des capacités, ainsi que des modules académiques. Ses intérêts de recherche portent sur les questions du développement humain, du bien-être, ainsi que les systèmes d'information statistique et géographique au niveau territorial. Donc, bonjour, M. Amadi. Ensuite, comment dire, pour passer au vif du sujet, donc en termes comment dire, de mettre l'accent sur le contexte, je vais laisser mon collègue Aref Ben Abdallah donc mettre la table sur le contexte et ouvrir le bal sur la première question à débattre. Merci. Aref, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Merci beaucoup, Astou, pour cette introduction. Je rappelle qu'il est toujours possible de participer à notre débat et à la discussion via le chat, comme vous l'avez fait peut-être dans les autres panels durant le forum. Alors, le sujet pour lequel nous avons invité nos honorables invités porte sur la situation actuelle et l'état actuel des systèmes nationaux de suivi et évaluation dans l'Afrique francophone. Les systèmes nationaux d'évaluation, en particulier en Afrique
francophones doivent répondre à plusieurs exigences en matière de performance afin de bien suivre et évaluer les impacts des politiques et programmes de développement, documenter les apprentissages et éclairer la prise de décision qui doit être basée sur les évidences, bien évidemment. Plusieurs défis sont à relever. En effet, selon plusieurs constats, les systèmes nationaux d'évaluation ont peu des ressources humaines, financières et techniques allouées à l'évaluation. Il y a une insuffisance de suivi et évaluation systématisée des indicateurs de développement, une certaine carence dans les collectes de données probantes, quantitatives ou qualitatives, parfois une absence ou une faiblesse des cadres d'évaluation qui devraient être bien définis ou qui sont un peu moins définis des plans nationaux de développement. Il y a également plusieurs autres défis et barrières pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de systèmes nationaux de l'évaluation. Ce qu'on constate, heureusement, ces dernières années, depuis quelques années, c'est l'émergence d'une volonté affichée et qui est importante de la part des différents gouvernements, mais également de leurs partenaires de développement, quant à l'importance d'améliorer et de soutenir et mieux outiller les systèmes nationaux de l'évaluation. Donc, on part de ce constat qui est résumé par une phrase dans le Global Evaluation Initiative, dans l'initiative globale de l'évaluation, qui est un gap, un vide entre ce qu'on voudrait avoir comme système national d'évaluation efficace et ce qui existe actuellement dans notre région et certainement dans l'Afrique francophone ou les différents pays de l'Afrique francophone. Pour commencer cette discussion, je vais inviter Madame Sertène d'abord et Madame Mercier de réagir à une première question que j'aimerais commencer cette discussion, ce débat là-dessus, un débat ou une discussion qu'on aimerait qu'elle soit spontanée entre vous tous. Bien évidemment, à la suite de l'intervention de Madame Sertène et Madame Mercier, j'inviterai Edoué et M. Kenel de réagir également et probablement M. Hamadi de participer à cette discussion. Ma première question est, à la lumière de vos multiples interventions et partenariats dans la région, quelle est d'abord, et pour commencer, la lecture sur l'état actuel du système national de suivi et évaluation en Afrique francophone? Comment vous voyez ça? Est-ce une situation à améliorer? Donc, on dispose déjà de systèmes existants qu'il faut améliorer leur capacité, ou est-ce à construire, ou est-ce à commencer carrément de zéro, à construire complètement? La parole est à Madame Sertène d'abord et après à Madame Mercier. Ok, merci beaucoup Aref et bonjour à tous. C'est véritablement un plaisir d'être avec vous ce matin ou cet après-midi pour certains d'entre vous. Alors, je vais diviser ma question, peut-être ma réponse en deux. D'abord, répéter juste pour mettre tout ça dans un contexte, la pertinence. Pourquoi est-ce pertinent de développer et de renforcer les systèmes nationaux d'évaluation en Afrique francophone? Et puis, je vous proposerai une hypothèse sur les défis principaux à aborder. Alors d'abord, pourquoi est-ce essentiel? Je pense que tout le monde le sait, mais c'est bien d'avoir le contexte clair dans ce débat, parce que ce sont des systèmes qui sont évidemment des éléments essentiels de la bonne gouvernance publique. Ce sont des systèmes qui permettent d'évaluer l'efficacité des décisions et des programmes, de suivre les progrès accomplis, d'évaluer leurs résultats et de corriger le cap aux besoins. Mais ce sont aussi, et j'insiste là-dessus parce que vous verrez que je vais parler de ça en cadre de lacunes à la fin, ce sont aussi des systèmes qui focalisent et responsabilisent les gouvernements vis-à-vis de l'obtention de résultats et qui permettent un dialogue fondé sur le résultat entre les citoyens et les institutions publiques.
Ce sont aussi des systèmes, évidemment, qui permettent de contribuer de telle sorte à la bonne gouvernance, à la transparence et à la reddition de comptes. Et évidemment, dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, mais aussi des multiples problèmes de la région, ce sont des systèmes qui sont absolument essentiels. La pandémie nous a montré l'importance des données dans l'élaboration de politiques efficaces, nous a montré également l'importance de ces systèmes pour que les gouvernements soient capables d'évaluer l'impact de leurs politiques et de leurs programmes et ainsi de contribuer à la gestion plus efficace de la crise. Et dans le futur, mieux reconstruire pour l'Afrique francophone requerra la même chose. Donc, c'est fondamental. Alors, dans ce contexte-là, pour en revenir au cœur de votre question, quel est l'état des lieux des systèmes de suivi et d'évaluation dans l'Afrique francophone? Vous avez demandé s'ils étaient inexistants ou s'ils étaient à renforcer. Il y a en fait très peu de pays où ils sont inexistants. Dans la plupart des pays, en fait, il y a, comme dans le reste du monde, en Afrique francophone comme dans le reste du monde, il y a des systèmes de suivi et d'évaluation avec différents états de développement et différents défis. Mais l'hypothèse que j'aimerais mettre sur la table pour le débat d'aujourd'hui, c'est que pour moi, le besoin principal, c'est vraiment de stimuler une demande pour le suivi et l'évaluation de la part des décideurs publics, en quelque sorte de créer une culture où l'évaluation est considérée comme un élément essentiel de la décision. On ne peut pas considérer de prendre une décision publique sans avoir les données probantes qui informent cette décision. Et je pense que pour y arriver, les deux piliers principaux d'action nécessaires en Afrique francophone seront d'une part de renforcer les systèmes existants de suivi et d'évaluation, mais de telle sorte qu'ils répondent aux priorités principales de chaque gouvernement, et d'autre part d'accompagner ce renforcement des systèmes par un cadre juridique et institutionnel qui systématise leur utilisation dans la prise de décision publique. Ces deux points se renforcent en fait d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a des systèmes de suivi d'évaluation qui apportent une valeur ajoutée claire au gouvernement, on voit la demande se développer. Alors, permettez-moi d'un peu élaborer sur ce que ça veut dire et ce que ça exigerait en termes d'efforts. D'abord, comme je l'ai dit, je pense qu'il est essentiel que les systèmes nationaux de suivi et d'évaluation répondent vraiment aux besoins locaux et qu'ils soient fondés sur des cadres et des pratiques adaptés au pays. La langue et la culture, en fait, sont des facteurs extrêmement importants qui influencent le fonctionnement et l'utilisation du suivi et de l'évaluation. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut des systèmes qui reflètent le contexte culturel, qui s'intègrent dans le mode de fonctionnement des institutions locales, qui s'alignent sur les politiques nationales et surtout qui fournissent des données qui répondent véritablement aux besoins, aux questions que se posent les décideurs nationaux par rapport aux choix politiques auxquels ils sont, aux choix publics, aux choix de politique publique auxquels ils sont confrontés. Je vais faire une référence à une conférence récente que le CLIR d'Afrique francophone a organisée sur les packs d'évaluation pour illustrer le fait que ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a discuté beaucoup dans le cadre de cette conférence du fait que, alors qu'il y a énormément d'évaluations d'impact qui se font en Afrique francophone, elles ne sont pas toujours alignées par rapport aux questions, sur les questions que se posent vraiment les décideurs africains. Alors, je vais faire deux caveats, comme on dit en anglais, deux parenthèses, qui est le fait que les systèmes de suivi et d'évaluation doivent être enracinés, comme je viens de le discuter, dans une compréhension nuancée du contexte local, ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas s'enrichir en même temps de la connaissance des best practices, comme on dit en anglais, de ce qui se fait, de ce qui fonctionne dans le reste du monde. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. En fait, il faut vraiment combiner les deux, c'est-à-dire qu'il faut construire des systèmes qui s'inspirent à la fois des modèles qui fonctionnent dans d'autres pays et des spécificités nationales. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que il est également très important que les systèmes intègrent de manière claire et intentionnelle les thèmes transversaux qui émergent des objectifs de développement durable comme priorité globale, mais aussi régionale et nationale. En fait, il est évident que les pays d'Afrique francophone sont aujourd'hui confrontés
à des défis multiples et de très grandes envergures qui comprennent entre autres les conflits, la violence, la disparité des genres, l'inégalité croissante, la vulnérabilité climatique, etc. Il est donc essentiel que les décideurs africains francophones disposent de données probantes qui répondent aux divers besoins de chacun de leur pays, y compris ces défis qui sont énormes, qui sont de nature globale, auxquels eux aussi, au niveau national, sont confrontés. Donc pour moi, la priorité principale en Afrique, c'est vraiment de s'assurer de la pertinence stratégique des systèmes de suivi et d'évaluation. La deuxième, c'est une fois que ces systèmes sont établis, qu'ils sont renforcés, qu'ils sont stratégiques, qu'ils fournissent de bonnes données, c'est vraiment les complémenter par un cadre juridique et institutionnel qui institutionnalise l'utilisation du suivi et de l'évaluation dans la prise de décision publique. Et pour ça, je pense que ce qu'il faut faire, c'est agir au niveau juridique, mais aussi agir au niveau du renforcement des mécanismes de responsabilisation. Parce que comme je l'ai mentionné auparavant, un des éléments essentiels, c'est de vraiment focaliser l'attention du public, l'attention des institutions sur les résultats. Et on a souvent des traditions de reddition des comptes qui s'orientent vers les aspects financiers. On regarde que les ressources financières ont été utilisées pour ce dont elles étaient destinées, mais on le regarde au niveau output et au niveau financier. On ne le regarde pas au niveau des résultats. Et il faut vraiment changer la dynamique de l'orientation de la reddition des comptes et du dialogue entre le public et les institutions sur les résultats, et demander des solutions aux problèmes fondamentaux qui affectent les pays de la région. Donc pour résumer, je pense que vraiment le renforcement des systèmes de capacité en suivi et en évaluation en Afrique francophone doit viser à équiper les gouvernements et les citoyens de données probantes dont ils auront vraiment besoin pour faire face aux défis sociétaux de la région de manière effective, et que pour cela, ces systèmes sont essentiels, qu'ils doivent s'aligner et se fonder sur les besoins de la région, s'enrichir des connaissances globales, et ainsi qu'ils permettront au gouvernement et à leurs institutions d'être plus efficaces, plus focalisés sur l'obtention de résultats et plus alignés, surtout, sur les besoins des communautés locales. Je m'arrêterai là et je passe la parole à Isabelle. Absolument. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que le territoire d'où je vous parle aujourd'hui est le territoire traditionnel, non cédé du peuple Anishinaabe. Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de partager mon point de vue, de prendre la parole avec ce panel. Comme toujours, je suis parfaitement d'accord avec Sophie. Je crois qu'elle a vraiment bien identifié le contexte et elle a soulevé tous les éléments clés, à mon avis. De mon point de vue, je pense qu'il est important de noter que mon poste est celui de directrice en évaluation. Mon équipe réalise des évaluations classiques des programmes d'affaires mondiales Canada, notamment des programmes liés au commerce, au développement, à l'aide humanitaire, à l'appel à la sécurité, la diplomatie et aux services consulaires. Étant donné mon rôle, je ne peux pas vraiment parler de l'état des systèmes d'évaluation nationaux en Afrique francophone parce que ce n'est pas le focus de mon travail. Mais je peux parler de ce que moi, je crois qu'il faut pour maintenir un système gouvernemental national robuste et efficace d'évaluation. Je peux dire que cela nécessite une main-d'œuvre solide, bien formée aux pratiques d'évaluation et capable de planifier et de mettre en œuvre des évaluations qui fournissent des preuves d'évaluation fiables pour soutenir la responsabilité de l'apprentissage au sein du gouvernement. Il faut produire des bonnes évaluations. Et comme Sophie a dit, il faut démontrer la valeur ajoutée de l'évaluation en faisant des bonnes évaluations qui correspondent aux priorités, qui deviennent des évaluations clés dans la prise de décision. Et si on a des évaluations qui sont soit mal faites ou qui ne regardent pas les priorités, finalement, on ne pourra pas démontrer la valeur ajoutée. Fait qu'il faut avoir ces genres de ce qu'on dit des quick wins pour vraiment démontrer que l'évaluation peut faire partie d'un processus de prise de décision. Il faut aussi un ministère structuré et disposé à prendre des décisions fondées sur des preuves de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
dans le fond, il faut juger si le ministère est prêt à intégrer les connaissances d'évaluation dans les prises de décision. Il faut aussi des politiques d'évaluation qui soutiennent les fonctions d'évaluation indépendantes et bien financées et capables d'influencer la prise de décision et de dire la vérité au pouvoir. Ces politiques-là, ils doivent être robustes et comme Sophie disait, il y a une question de responsabilisation qui doit être faite avec les évaluations. Puis les évaluateurs doivent être protégés dans ce rôle-là. Il faut aussi une communauté d'évaluateurs forte pour soutenir l'apprentissage continu. C'est plus facile de faire ça en communauté et je pense que c'est important qu'on a des communautés localisées, comme ça on peut refléter la culture d'un pays, parce que, tu sais, on peut tout avoir des connaissances d'évaluation standards, mais il faut savoir les appliquer à notre culture, à notre contexte. Hem et voilà, je pense que, tu sais, si on regarde ce qui prend pour soutenir un système d'évaluation national, ça revient à tous ces éléments et les éléments dont Sophie a repris. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer la parole, peut-être j'aimerais revenir sur quelques points que vous avez évoqués un petit peu, tout simplement pour peut-être clarifier un petit peu plus. D'abord, peut-être pour Sophie, vous avez parlé de soutenir la demande au niveau de l'évaluation. Est-ce cela dit que en termes d'offres, on est un peu dans la satisfaction dans la région francophone en Afrique, mais aussi comment aborder cette question de renforcer la demande au niveau national, au niveau local? On sait que cette question est évoquée dans beaucoup de plateformes, dans beaucoup de rencontres, et on sent la nécessité de renforcer ça. Mais est-ce qu'il y a une façon de l'aborder, une façon particulière? Est-ce qu'on peut amener une meilleure lecture sur ça? Peut-être aussi, ça va aussi à Isabelle, cette question, c'est à travers les maintes évaluations que votre équipe élabore dans les projets de AMC dans les régions francophones dans certains pays, est-ce que ça vous permet un peu de faire un diagnostic de l'existence d'un système efficace d'évaluation qui peut alimenter un peu vos évaluations sur le terrain parfois ou qui peut ramener un peu une meilleure lecture sur le terrain qui peut nous guider un petit peu sur une meilleure appréciation de la situation du système national de suivi d'évaluation. Je donne la parole à Sophie d'abord. Merci beaucoup, Aref. Alors, il y avait deux parties dans ta question. D'abord, est-ce que le fait que je me focalise sur la demande, ça veut dire que je considère que l'offre d'évaluation est adéquate? Et deuxièmement, comment développer la demande? Sur la première partie, je pense qu'elle n'est jamais parfaite dans tous les pays du monde. On peut toujours améliorer les techniques et enfin, la production d'évaluation. Et je pense qu'en Afrique, il y a énormément d'évaluateurs qualifiés. Il y a toujours moyen de renforcer les qualifications. Il y a des lacunes au niveau des données qui sont disponibles. Il y a des lacunes peut-être au niveau de l'utilisation de certaines méthodes plus sophistiquées qui seraient particulièrement utiles dans les régions, par exemple, particulièrement vastes ou moins peuplées, des données satellites pour regarder l'impact plus détaillé sur différents groupes de population, etc. Donc, il y a toujours moyen d'améliorer. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas ça l'obstacle principal. C'est ça que j'essayais d'exprimer. Que l'obstacle, pour moi, c'est vraiment plus de créer une demande. Alors, à ce niveau-là, d'habitude, quand on parle de stimuler la demande, on parle de sensibiliser. On parle d'impliquer les citoyens. On parle de créer une demande de dialogue. Et moi, je pense que c'est autre chose qu'il faut faire, en fait. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est au contraire, c'est créer la confiance des gouvernements. C'est permettre aux décideurs publics de développer une culture où l'apprentissage
et où la reconnaissance de ce qui marche, mais aussi, comme Isabelle l'a dit, de ce qui ne marche pas est permis, est acceptable. Mais pour arriver à cela, il faut leur créer un espace privé, un espace protégé, en quelque sorte, safe space, comme ils disent en anglais, où ce type de discussion sur des résultats d'évaluation peut se faire de façon privée. Alors après, il faut partager, il faut être transparent, il faut expliquer au public ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi on maintient une politique ou pourquoi on la change. Mais pour arriver à ça, je pense qu'il faut d'abord permettre aux entités publiques d'apprendre en fait que ce n'est pas dangereux, que ça fait partie de leur rôle, de leur responsabilité et que ça va les rendre meilleurs et que ça va en fait améliorer le dialogue avec les citoyens. Et donc, je pense qu'il faut plutôt penser au niveau institutionnel à comment, quand on parle d'institutionnalisation de l'évaluation, il faut bien sûr penser au cadre général, il faut parler à tout ce qui est reddition de comptes, mais il faut aussi penser à ce qui se passe au sein d'une institution. Comment est-ce qu'on définit les priorités stratégiques? Comment est-ce qu'on crée des mécanismes pour qu'en interne, une culture d'apprentissage et de transparence s'institue? Et puis après, qu'on puisse partager, améliorer, décider, etc. Donc, je pense que là, il y a un travail de réflexion à faire au sein des gouvernements. Et ce n'est pas facile, parce que c'est changer une culture interne, c'est vraiment pas facile. Je passe la parole à Isabelle, je pense. Aref, je pense que la question était sur est-ce que moi, comme Canadienne qui fait des évaluations en Afrique francophone, est-ce que j'ai un point de vue privilégié sur les systèmes nationaux? Et la réponse, malheureusement, est non. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit changer et qu'on veut changer. En général, nos évaluations ils ont vraiment le focus sur le Canada, nos interventions et c'est sûr qu'on communique avec les ministères, et on peut prendre des données, des choses comme ça des ministères, mais souvent, on se fie plus sur, les données qui sont faites par nos partenaires, et les projets et tout. Mais je pense qu'on manque quelque chose dans ce processus-là et c'est une des raisons quand on parle dans la coalition mondiale pour l'évaluation pour le COVID, qu'on parle de faire des évaluations conjointes avec les pays partenaires pour vraiment bénéficier des connaissances et des données d'évaluation et aussi en même temps faire le renforcement de capacité. Et c'est l'idée que ça va nous donner des évaluations beaucoup plus riches et beaucoup plus pertinentes pour nous autres et pour les pays. C'est quelque chose qu'on essaie de faire, qu'on souhaite beaucoup faire dans la prochaine année ou deux. Fait que je pense que c'est une des raisons, c'est parce qu'on ne se sent vraiment pas assez connecté avec ces systèmes-là, avec ces évaluateurs-là, et on voudrait renforcer cette relation. Merci beaucoup, Sophie et Isabelle, pour ces éclairages. Je vais inviter Edoué et Jean-Serge de construire sur ce qu'on vient d'entendre comme explication et comme éclairage. Allez-y, Edoué commence et je donnerai la parole à M. Kenel après et peut-être M. Hamadi aussi s'il veut ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup, Aref, merci à tout le monde. Je pense que l'essentiel a été dit sur cette question, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que Sophie a mentionné sur la nécessité autour de l'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'évaluation est au cœur du jeu politique. Parce que la construction, le développement de la fonction d'évaluation dans nos pays va de pair avec le processus de démocratisation que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous aviez le Parlement qui veut s'approprier l'évaluation, il y a l'exécutif qui veut s'approprier l'évaluation. Lorsque la société civile. Et il faut ajouter à cela le fait que pour certains gouvernements, les rapports d'évaluation qui ont été mis en œuvre par les bailleurs de fonds
dans la majorité, discréditent sur la performance de ces institutions et de ces gouvernements, alors qu'ils font face désormais à des défis d'alternance politique où ils doivent rendre compte à la population de ce qui se fait bien ou de ce qui ne se fait pas bien. Donc, du coup, il se pose vraiment la question pour ces gouvernements de soit s'approprier l'évaluation ou soit dénier les résultats d'évaluation. Et c'est là où, pour avoir la demande en matière d'évaluation, on est obligé de travailler sur la confiance, pouvoir rassurer les gouvernements pour qu'ils comprennent que l'évaluation, ça va leur servir à la fois dans leurs ambitions politiques que dans les ambitions de gouvernance d'une manière générale. Donc, c'est un élément très, très fondamental, je pense, aujourd'hui, sur lequel on doit travailler si nous voulons faire la demande. Voilà. Complémentaire que je voudrais. Allô? Oui, donc je pense que M. Kenel, vous pouvez rebondir sur les interventions. Ben oui, la première question, c'est vraiment de voir s'il existe des systèmes nationaux de suivi-évaluation en Afrique. Et évidemment, on va répondre oui. Mais est-ce que ces systèmes sont matures et est-ce que ces systèmes sont utilisés? Là est la question, à mon avis. Et comme indicateur, de façon très simpliste, si je regarde toutes les variables en jeu, ainsi de suite, je dirais que je me poserais d'abord la question, est-ce qu'il existe au niveau national un plan national d'évaluation qui est basé sur le plan de développement du pays? Et parce que, selon moi, pour permettre que l'évaluation contribue aux décisions politiques, pour qu'elle puisse permettre aux différentes parties prenantes de participer à cette réflexion sur le développement, bien, il faut un agenda. Il faut un agenda de développement qui soit de traiter des questions prioritaires. Et très souvent, des questions qui peut-être n'ont pas un consensus politique et que l'évaluation peut aider à clarifier quelles sont les positions. Voilà, c'est un peu ma contribution à cette réflexion. Monsieur Hamadi. Oui, merci, cher président de ce panel, de m'avoir invité l'Observatoire pour participer. Donc, je ne vais pas revenir, bien évidemment, à l'intérêt, le rôle et l'importance de la pratique évaluative de manière générale d'évaluation, mais en tant qu'Africain, francophone, en tant que Marocain, donc je travaille dans une institution qui est chargée de l'évaluation des programmes en matière de développement humain, l'Observatoire, donc on active plusieurs travaux d'évaluation. Peut-être je vais être dans l'autre côté parce que je vois quand même une dynamique active de l'évaluation, bien sûr, constatée ces 2 dernières décennies dans l'Afrique francophone. Si je prends des cas, bien sûr, marocains, sincèrement, ça me réjouit que je constatais que plusieurs recommandations issues des travaux de notre institution ont été introduites dans la conception des politiques publiques. Je peux citer 2 ou 3, 4 exemples, même des discours officiels, il y a quand même des recommandations, sachant que bien évidemment que les évaluateurs ne sont pas bien sûr toujours aimés, c'est sûr, mais tout ce qu'on produit en tant qu'évaluateur n'est pas ignoré. C'est sûr parce que... Monsieur Hamadi, excusez-moi, Monsieur Hamadi, est-ce que vous pourriez augmenter votre volume? Il y a un petit bruit qu'on entend aussi. On ne vous entend pas très bien. Désolé de vous avoir coupé. C'est bon maintenant? Oui, si vous pouvez augmenter un peu plus votre volume. C'est bon, oui, allez-y. C'est bon, d'accord. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui ont
pousser cette dynamique et d'améliorer cette dynamique active que nous avons constatée. Bien sûr, il y a ce que je peux citer, l'ancrage juridique de l'évaluation dans la Constitution ou dans les lois spécifiques. Donc, ce qui est devenu, c'est que l'évaluation est devenue un trait prérogative, adopté une mission de plusieurs institutions nationales, les institutions à la pratiquer, même de nouveaux départements ont vu le jour dans la mission principale d'évaluation. Rien qu'au Maroc, pour ce gouvernement, il y a vraiment un ministère chargé de l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Donc, je peux également, pour d'autres pays, au Sénégal, il y a un décret, bien sûr, qui instaure ce cadre harmonisé de l'évaluation au Mali, au Burkina Faso, bien sûr au Maroc, par la création d'autres éléments. Donc, le deuxième élément, peut-être, c'est la reconnaissance de l'association nationale d'évaluation par les pouvoirs publics. Au Maroc, il y a l'association marocaine de l'évaluation, bien sûr, en tant que force vive de plaidoyer en faveur de l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, parmi l'émergence de cette communauté d'évaluation, donc je peux citer bien sûr le réseau tunisien d'évaluation, le réseau nigérien d'évaluation, l'association sénégalaise d'évaluation, l'association pour la promotion de l'évaluation au Mali, l'association mauritanienne. Donc, quand même, il y a une émergence de tissus associatifs qui s'intéressent et qui bien sûr, qui doivent avec un plaidoyer pour institutionnaliser l'évaluation. De même, ce que j'ai constaté en tant que bien sûr responsable d'une petite administration plus de 13 ans, nous avons développé des partenariats avec ces pays de l'Afrique francophone pour le partage des expériences et la conduite des travaux conjoints et participatifs. C'est pas beaucoup, mais on voit quand même il y a une dynamique de ce sens. Également, les séminaires comme celui-ci, les conférences en relation avec bien sûr l'évaluation qui invite les responsables, surtout pour donner une poussée à l'instauration de la culture de l'évaluation. Donc, bien sûr, c'est un processus. Donc, je ne dis pas demain que tous les programmes vont être évaluatifs, non, mais quand même, il y a une dynamique petit à petit. Surtout, il y a également, parmi l'avantage de ces rencontres, il y a le renforcement des capacités, bien sûr, je vois, comme le PT, le programme de l'INA, GEPAD, donc il y a plusieurs questions de formation au profit de ce cadre, même au niveau interne ou au niveau de la société civile ou de l'administration. Donc, plusieurs vraiment facteurs qui montrent, qui sont définis qu'il y a quand même une pratique évaluative dans l'Afrique francophone. C'est vrai, c'est pas top, donc c'est les visu, il reste beaucoup de choses à faire, parce que quand même, il y a des défis. Donc, globalement, pour la région, je peux citer trois. Donc, bien sûr, une professionnalisation relativement modeste. Donc, toujours il y a des défis des ressources humaines qualifiées, bien sûr, pour promouvoir la culture évaluative et les déficits dans l'expertise de la pratique de l'évaluation. Également, comme il a cité, je crois que c'est le problème du système de suivi d'évaluation, parce que la production de l'information, il y a bien sûr quand même un déficit, c'est pas bien sûr avec des disparités entre les pays. Il y a des pays qui ont quand même des systèmes d'information plus ou moins améliorés, d'autres donc on passe d'amélioration. Mais ce que j'ai constaté que plusieurs travaux d'évaluation, il y a plus de sujets plus que d'évaluation. Même quand même, mais ça ne passe pas quand même des efforts déployés pour instaurer cette évaluation. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même des aspects à caractère financier. Les budgets nationaux alloués à l'évaluation restent limités. On voit que la majorité des évaluations sont généralement financées par les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres bailleurs de fonds également. Donc, c'est quand même, il y a quelques défis, mais je montre que je peux dire que la pratique évaluative dans l'Afrique profonde est une montée en puissance, bien évidemment, comme d'ailleurs partout du monde. Donc, petit à petit, il y a des efforts, il y a déjà tous les fondements de pratique qui sont là, et juste question de temps pour aller voir. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question.
Monsieur Hamadi, effectivement, il y a de beaux défis et puis ça rejoint notre seconde question. Donc, je pense qui a été plus ou moins répondu. Il y a beaucoup de défis que vous avez déjà identifiés, autant au niveau des aspects socioculturels, donc le fait d'adapter les pratiques évaluatives à la réalité socioculturelle, par exemple au niveau de la langue, comme Sophie le mentionnait, ou bien au niveau aussi, des données qui répondent vraiment, de certains indicateurs, comme je pense aussi Isabelle l'a mentionné, mais aussi M. Kenel Edoé par rapport aussi à la culture démocratique qui est actuellement aussi la dynamique démocratique qui peut être liée aussi au développement de ces systèmes nationaux d'évaluation. Il y a aussi, comme dit M. Hamadi, la reconnaissance donc, de tous ces réseaux, de ces beaux réseaux qui sont très dynamiques par les décideurs publics, la reconnaissance et puis pourquoi pas aussi assurer plus d'appui financier à ces réseaux au lieu que ce soit juste au niveau des bailleurs de fonds que ces réseaux puissent s'appuyer. Donc, il y a ces défis que vous avez identifiés. J'aimerais quand même rebondir, comme dans cette seconde question où ces défis sont identifiés, de donner la parole à M. Kenel et Edoé. Donc, si vous pouvez, à partir de tous ces défis que vous avez identifiés, qu'est-ce en termes de transformation, de développement, comment peut-on répondre à ces défis? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment mettre en place? Comme dit M. Kenel, il y a un beau travail à faire en 2022. Pourquoi ne pas commencer à y réfléchir maintenant? Donc, M. Kenel, je vous passe la parole, ensuite Edoé, et puis les autres, vous pourriez rebondir. Merci. Merci beaucoup. Je pense que dans un premier temps, il faut toujours se rappeler d'où on vient en ce qui a trait à l'évaluation en Afrique et où on veut aller. Et j'ai eu le plaisir d'avoir été impliqué dans l'évaluation en Afrique pendant de nombreuses années et au cours de différentes postes que j'ai. J'ai perdu M. Kenel. Je pense qu'on a perdu M. Kenel. Edoé, peut-être tu pourrais rebondir sur la question en attendant qu'on puisse avoir M. Kenel de nouveau. Nous nous excusons pour les défis techniques. Oui, très volontiers. En fait, je pense que les défis, ça a été bien mentionné. Alors, non, allez-y, Edoé. Oui, et comme ça a été annoncé par M. Kenel, il faut voir d'où nous venons. Et si on prend d'où nous venons, aujourd'hui, on peut considérer quand même qu'on est dans une bonne dynamique, comme ça a été dit par M. Hamadi, parce qu'il y a une certaine volonté de répondre à ces défis-là pour développer l'évaluation. Il y a une question fondamentale à laquelle on doit pouvoir répondre, c'est la temporalité entre les besoins en matière de résultats d'évaluation et les évaluations que nous mettons en place. Parce que pour les décideurs aujourd'hui, c'est ça une des préoccupations principales. Si je veux répondre à telle question qui me permet de mettre en œuvre une politique, quand est-ce que je dispose des évidences, des résultats d'évaluation à temps et comment est-ce que je peux utiliser ces résultats dans la prise de décision. Donc, on doit pouvoir apporter des réponses à cela et c'est un des défis, ce défi de la temporalité entre besoins et réponses en matière d'évaluation qui me semble aussi très important à combler. D'où, pour nous, ce qui est important, c'est aujourd'hui d'accélérer le processus même de construction des systèmes nationaux d'évaluation. Et construire les systèmes nationaux d'évaluation, ça veut dire qu'il faut amener les gouvernements à être en mesure de prioriser les évaluations compte tenu de leurs besoins et aussi de mettre à disposition des ressources et des moyens pour pouvoir faire les évaluations. Dans les diagnostics que nous avions effectués dans l'ensemble des pays, il apparaît très clairement que même si on a envie de faire des évaluations aujourd'hui, il n'y a pas de budget alloué aux évaluations. Et si les évaluations reposent sur des partenaires
internationaux, c'est normal que les priorités qui sont définies, les objectifs qui sont définis pour ces évaluations ne soient pas nécessairement articulés sur les objectifs nationaux. Donc, il est important aujourd'hui d'amener les gouvernements à non seulement vouloir faire des évaluations, mais aussi à prendre les mesures nécessaires pour que des ressources soient disponibles pour faire ces évaluations. Donc, ça, c'est un élément qui nous semble très important à faire. Maintenant, il y a tout l'enjeu du renforcement des capacités pour pouvoir porter ces évaluations. Parce que j'insiste encore là-dessus, il y a la question de la confiance qu'on a mentionnée aujourd'hui. Et pour faire avoir cette confiance, il faut que les évaluations soient crédibles. Non seulement, comme l'a dit Isabelle, que ces évaluations puissent démontrer la pertinence d'avoir des évaluations. Il faut que la méthodologie soit solide, il faut une adhésion des parties prenantes au processus d'évaluation. Et pour cela, il faut des évaluateurs qui soient capables de mener le processus évaluatif de sorte à avoir l'adhésion des décideurs dans l'utilisation des résultats de ces évaluations. Et pour entrer tout ça, nous pensons que c'est important de travailler la production des connaissances en matière d'évaluation. Parce qu'il y a toute la question de la sensibilisation du plaidoyer qui est aussi une composante essentielle aujourd'hui. Il y a les champions, certaines personnes qui comprennent ce à quoi les valeurs ajoutées de l'évaluation, mais il y a encore beaucoup à faire pour que la demande soit suffisante pour amener les transformations que nous souhaitons. Et pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de production de connaissances autour de ce qui se fait en matière d'évaluation, le développement des guides, le développement des leçons apprises qui sont mises à disposition des décideurs pour qu'ils puissent les utiliser dans la prise de décision en matière des interventions de développement et des interventions publiques. Donc, pour relever ces défis, il me semble que c'est très important d'agir sur ces trois niveaux. D'abord, la construction des systèmes, le renforcement des capacités au niveau individuel et organisationnel, mais aussi la génération et la dissémination des connaissances. Et c'est ce sur quoi nous nous attelons au niveau du GEI, donc du Global Evaluation Initiative que Sophie a mis en place, et à travers les travaux que le CLIER est en train de faire pour pouvoir impulser cette dynamique-là dans les différents pays, à la fois francophones que anglophones en Afrique. Merci. Est-ce que Sophie, vous voudriez bien rebondir et ensuite Isabelle sur les stratégies et les solutions? Et puis, par rapport aussi aux défis politiques et juridiques qui se posent à l'heure actuelle, ça a été aussi une question posée aussi au niveau du channel. Donc, on voit qu'on a retrouvé M. Kennel. Donc, je vais laisser Sophie rebondir et ensuite, M. Kennel, vous pourriez rebondir et Isabelle sur cette discussion. Merci. Tout d'abord, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dans la discussion précédente et ce que Edoé a rajouté. Je vais rajouter peut-être 3 éléments dont on a parlé, mais que je voudrais vraiment sur lesquels je voudrais insister. C'est que je pense que il y a trois caractéristiques des systèmes de suivi d'évaluation qu'il faut développer plus en avant dans le futur. D'une part, c'est le fait que ces systèmes doivent être de plus en plus tournés vers l'avenir. Deuxièmement, qu'ils doivent être de plus en plus inclusifs. Et troisièmement, innovants. Donc, si je développe un peu ces 3 points, tourner vers l'avenir, ça répond en fait à ce qu'on a dit, ce sur quoi on a débattu juste avant, la pertinence, le besoin d'avoir des systèmes de suivi d'évaluation pertinents qui fournissent au gouvernement d'Afrique francophone les données dont ils ont besoin pour répondre aux crises auxquelles ils sont confrontés à l'instant, mais aussi ça répond à ce que Edoé a mentionné, le problème de temporalité. L'évaluation, en général, presque par construction, se tourne vers le passé, évalue des programmes qui sont en cours, qui sont en implémentation ou qui l'ont été. Et en fait, il faut, même quand dans ce cadre-là, toujours, je pense, avoir un œil vers l'avenir.
Et ça, c'est parce que, comme on l'a déjà débattu, les problématiques du monde et de l'Afrique francophone sont extrêmement compliquées aujourd'hui et sont extrêmement importantes, que ce soit au niveau du changement climatique, de la crise de la pandémie, de la croissance des inégalités, etc. Et donc, même quand on évalue un programme antérieur qui n'avait pas nécessairement ce type d'objectif dans ses objectifs propres, je pense qu'il est important que les évaluations prennent ce genre de perspective en compte pour pouvoir corriger le tir et incorporer ces problématiques absolument fondamentales dans l'avenir, dans les décisions à venir en Afrique francophone. Donc ça, je pense que c'est très important. Les systèmes doivent être tournés vers l'avenir et doivent aider les gouvernements à prendre des décisions par rapport aux défis qu'ils confrontent aujourd'hui et demain. Deuxièmement, je pense que les systèmes de suivi d'évaluation doivent être plus inclusifs qu'ils ne l'ont été, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment répondre à la question « qu'est-ce qui fonctionne et pour qui ?» et donner des données, fournir au gouvernement des informations vraiment désagrégées, vraiment détaillées sur l'impact de leur politique et de leur programme au niveau des populations, des sous-groupes de population, des minorités et des bénéficiaires en fin de compte, pour que vraiment ils puissent s'assurer en fait que leur politique et leur programme mènent à une société et à une croissance plus inclusive. Et ça crée énormément de questions sur l'état des données statistiques, qui ne sont pas toujours suffisamment détaillées pour permettre cela, mais je pense que c'est absolument fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que je pense que l'innovation a un rôle très important à jouer pour atteindre ces deux objectifs. Parce que les technologies numériques, les mégadonnées, en fait, offrent aux systèmes nationaux de suivi d'évaluation la possibilité de générer des gains d'efficacité, mais surtout à comprendre ce type de problématique d'une façon qui autrement n'aurait pas été comprise de façon aussi nuancée qu'elles ne peuvent l'être en utilisant ce type de données. Par exemple, les données géospatiales, les données satellites peuvent fournir une compréhension beaucoup plus détaillée des impacts climatiques, d'une part, mais aussi des différences d'inclusion que d'autres sources d'information. Je pense que l'innovation a un rôle essentiel à jouer dans la construction des systèmes de suivi et d'évaluation futurs de l'Afrique francophone. Et alors, je vais en profiter, puisqu'Edoé l'a fait, pour vous rappeler, effectivement, pour un peu de publicité pour l'initiative globale de l'évaluation, le GEI, qui est un partenariat global qui inclut énormément de partenaires, dont l'ENAP et le CLIR francophone, et qui a pour but principal d'aider les gouvernements du monde entier, mais qui a une focalisation très, très importante sur l'Afrique, de renforcer leur système de suivi d'évaluation et de développer cette culture d'utilisation au sein de leur pays, et y compris d'inclure toutes ces caractéristiques nouvelles et visionnaires pour permettre une transformation positive en Afrique. Donc, je m'arrête là, mais si vous avez besoin de plus d'informations, je suis ravie d'en donner après. Je passe la parole à Jean-Serge, je suppose. Oui, tout à fait, M. Kennel. Cette fois-ci, on croise les doigts pour ne pas vous perdre. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vous parlais, puis à un moment donné, j'étais toujours avec vous. J'avais vos figures, etc. Et je me suis aperçu qu'il me parlait de seul. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu coupure. Je pense que je veux revenir au point qu'il est très important, d'ailleurs, je pense que Sophie, tu l'as mentionné, que l'évaluation s'assoit du côté de la demande, c'est-à-dire s'assoit à côté des gens, des bénéficiaires. Et l'évaluation a un rôle clé pour donner une voix aux bénéficiaires. Et à mon avis, si cette voix, elle est bien construite, elle est forte, mais les décideurs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de l'écouter. Ils sont obligés de prendre action en conséquence. L'autre point que je voudrais faire valoir en termes de défis, c'est que il y a une cacophonie d'évaluation en Afrique francophone. Tout le monde fait de l'évaluation, mais il n'y a personne qui s'arrête pour écouter les messages puis dire qu'est-ce que ça signifie d'un plan stratégique, qui consolide le tout. C'est le rôle principal d'un bureau central d'évaluation d'un gouvernement d'absorber cela. L'indicateur clé que je vais vous donner, c'est existe-t-il dans un pays un repositoire des évaluations qui sont faites dans le pays? Si on veut des évaluations, souvent d'intervention de développement, il faut aller aux sièges sociaux des bailleurs de fonds. Donc, c'est pas normal
qu'il n'y ait pas cette connaissance de toutes les évaluations à un endroit auprès du centre d'évaluation du gouvernement. L'autre aspect aussi qui est un défi, c'est que nous avons eu au cours du développement international une série de générations d'évaluations. Quand j'ai été coupé, je parlais d'évaluation des intrants de développement, okay? Qui était la forme Et là, on présumait que les pays étaient capables d'absorber ces intrants et bien les utiliser. On s'est aperçu, à la fin des années 60, qu'il y avait un gaspillage énorme. Ensuite, on a dit, pour réparer cela, on va faire des projets. Le projet, en réalité, c'est un outil de gestion qui minimise le risque. Mais évidemment, très souvent, c'est unilatéral comme intervention. Parce que c'était le bailleur de fonds, les consultants qui réalisaient des œuvres, mais la communauté n'était pas participante. Ensuite, on a dit non, un projet, ça ne suffit pas. On fait des programmes d'intervention, surtout dans le cadre, par exemple, d'une réforme du secteur de la santé, etc. Mais là, c'était des interventions un peu ponctuelles des différentes parties, mais il n'y avait pas cette synthèse d'ensemble. Il n'y avait pas un meneur de jeu. Parce qu'il n'y avait pas au centre, par exemple, au ministère de la Santé, une unité d'évaluation qui pouvait intégrer tout cela. Par la suite est venue la notion de dire qui fait quoi dans le développement, qui sont les acteurs, quelles sont leurs habilités. Et c'est là qu'on s'est aperçu que même si on faisait des projets, en dépit d'un bon cadre de politique, si on n'a pas les institutions en place, de sorte que toute l'importance de faire des évaluations institutionnelles, mais ça, souvent, le bailleur de fonds le faisait pour essayer de savoir avec qui il va collaborer, puis est-ce que c'était un partenaire fiable. Mais ce n'était pas à partir de l'organisation nationale et de faire que ce soit une autocritique qui va faire qu'on va améliorer la capacité institutionnelle du pays. Là encore, l'évaluation manquait son coup, n'a pas pu vraiment contribuer à cette transformation, ce développement institutionnel. Par la suite, est venu les stratégies. Bien, les stratégies, évidemment, ça a été promulgué une autre fois par la communauté internationale, très fortement influencée par les bailleurs de fonds. Et c'est là qu'on a les cibles du millénaire, les cibles du développement durable. C'est vraiment l'expression d'une stratégie d'intervention. Et là, on dit, puis là, on planifie tout ça, puis après ça, on dit, comme dernier commentaire, mais c'est la responsabilité du pays d'appliquer cela. Mais sauf qu'on n'a pas mis en place les mécanismes de suivi et vraiment d'évaluation de l'atteinte des grandes cibles du millénaire. On fait les exercices qu'on dit évaluatifs, mais c'est des exercices beaucoup plus statistiques qu'évaluatifs. Puis finalement, on parle des évaluations de politique. Mais une politique, c'est un consensus entre les différentes parties prenantes de faire quelque chose ensemble. Puis l'évaluation, hélas, n'a pas encore atteint cette. Et je pense que si on veut faire un raccourci et qu'on veut vraiment s'assurer que l'évaluation joue un rôle primordial en Afrique francophone, il faut commencer par là-haut. Il faut commencer par l'évaluation des politiques, la gestion des politiques, évidemment, et ce qui veut dire qu'il faut s'assurer que les grands acteurs qui permettent l'espace d'une politique, à savoir le gouvernement, les communautés, les sociétés civiles, les secteurs privés, et même la presse. Souvent, on oublie l'importance que la presse a dans un rôle de diffusion des conclusions d'évaluation et d'animation et de poser des questions aussi. Voilà, c'est un peu mon point de vue et je pense que l'effort que nous avons, nous, comme communauté d'évaluateurs, c'est de favoriser un tel débat, d'une réflexion sur les conclusions d'évaluation de façon intégrée, mais à partir des communautés d'évaluateurs. Et je pense qu'ils auraient un rôle important d'exercice de méta-évaluation, de communication publique, de l'utilité d'évaluation et d'aiguillonner le questionnement par rapport là où les décideurs devraient se pencher pour améliorer le développement socio-économique du pays. Voilà, en bref. Merci infiniment, Jean-Serge. Merci à vous tous. On a un peu dépassé l'horaire
qui nous est alloué pour ce panel, mais je vais quand même vous donner une dernière fois la parole. Je pense que notre troisième question qu'on avait préparée, c'est le rôle ou comment les systèmes nationaux de suivi et évaluation peuvent intégrer et peuvent relever le défi de contribuer à l'évaluation des dimensions transversales telles que le genre, telles que l'équité, telles que l'échauffement climatique, tel que le développement durable. Et je vois que dans les maintes interventions que vous avez présentées, vous avez touché à ces questions. Je pense que la question a été couverte. Je voudrais conclure sur une note positive, c'est les aspirations à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vous donnerai 1 minute chacun et je commencerai par M. Hamadi très rapidement parce qu'on a déjà dépassé notre temps. À quoi on peut aspirer en termes de développement, en termes de renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation dans notre région francophone de l'Afrique, à court terme essentiellement, à moyen terme et à long terme. Comment vous voyez ça en 1 minute? Allez-y, M. Hamadi, et je donnerai la parole par la suite à M. Jean-Serge, à Edoué, à Isabelle et Sophie. Merci. Sincèrement, je suis convaincant dans l'avenir pour l'évaluation dans l'Afrique francophone. Je vois quand même qu'il y a une culture qui commence à s'instaurer, surtout. Donc, pour la question des thématiques transversales, comme le genre, le VDB, on voit quand même qu'il y a des efforts, sachant que c'est un agenda qui est complexe, qui intègre plusieurs cibles, plusieurs objectifs, mais quand même, il y a des stratégies, il y a quand même plusieurs organes qui ont été installés au Maroc, comme un comité interministériel pour le suivi de la réalisation des ODD. Je peux dire, même maintenant, le Maroc a réalisé des ODD parmi les 244 indicateurs, mais quand même, il reste des défis. Et n'oubliez pas, c'est une question difficile, c'est un défi majeur des ODD, mais je reviens à la question des financements, surtout des ODD parce que mais la clé de la réussite, c'est avoir une très bonne articulation entre les politiques publiques et cet agenda de développement durable parce qu'elle est interconnectée, donc il constitue vraiment un véritable cadre d'évaluation. Donc ça demande quand même des efforts techniques. Au Maroc, nous avons fait l'exercice, même ici à l'Observatoire, au moins pour les cibles que confère le développement humain. Notre rapport est sur le site qui détaille avec une approche innovée pour le suivi de l'évaluation des ODD. Et 69 indicateurs. Nous avons intégré même des indicateurs nationaux en croisant avec les politiques publiques, au moins qui ciblent le développement humain. Donc, je suis très. Donc, je vais avec des aspirations bien sûr très positives pour l'avenir. Juste une question, un point pour M. Kenneth. C'est pas toujours facile de partager les documents sur l'évaluation parce que quand même il y a l'aspect culturel. Au Maroc, notre expérience manque parce qu'on fait des évaluations pour les partager et pour partager directement avec les départements ministériels concernés. Et il ne faut pas tout indiquer. Sinon, vraiment parce qu'il y a toujours la confusion entre l'évaluation en tant qu'accompagnement et l'évaluation comme un contrôle. Donc, une discussion bilatérale, ça passe et ça améliore. Parce que la finalité, c'est améliorer l'intervention de l'action publique. C'est pas de partager avec tout le monde. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'évaluations qui ne sont pas partagées. Donc, je remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Serge. Et ensuite, moi, les aspirations que j'ai, c'est que de plus en plus, on doit reconnaître qu'une évaluation traite toujours d'un sujet, d'un objet d'évaluation qui est très complexe. Et de sorte que souvent, ça oblige à une réflexion multidimensionnelle. Et de sorte que je voterais, moi, pour que les évaluations soient de plus en plus multipartites. Et pas nécessairement qu'on fasse une évaluation uniquement dominée par un des acteurs, mais que ça peut être décomposé et chacun a l'occasion à ce moment-là de faire une réflexion spécialisée et de contribuer à l'ensemble. Je pense qu'il faut
sortir de la notion que seulement une entité qui demande d'évaluation, mais que c'est vraiment une collaboration participative. C'est une autre façon d'aborder l'évaluation et d'ouvrir au dialogue. Merci. Merci. Edoué? Il n'est pas avec nous, Edoué. Isabelle, ensuite Sophie. Je vais voter pour la même chose que Jean-Serge. Je pense qu'il y a une communauté d'évaluation qui a un intérêt à faire des évaluations conjointes et même aussi coordonner dans un pays au niveau ministère. Je vois que vraiment, c'est la solution de trouver des évaluations qui sont pertinentes parce qu'on voit de plus en plus que les évaluations doivent regarder plusieurs aspects du même problème complexe. Et je pense mon message est que les communautés d'évaluation et les systèmes nationaux d'évaluation ne sont pas toutes seules. Ils ont toute une grande, plus large communauté globale qui veut participer, travailler ensemble. Et voilà, pour moi, c'est ça vraiment ce que je vois dans l'avenir, c'est que la communauté internationale d'évaluation continue de travailler ensemble pour se renforcer. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Edoué, et ensuite... Oui, merci. Bon, j'adhère totalement à ce qui a été dit sur le côté inclusif, participatif de l'évaluation. Je pense que c'est fondamental. Je voudrais juste ajouter à ça la question de l'ouverture méthodologique aussi autour. Et ça, j'espère qu'on va aller de plus en plus vers là pour mieux répondre aux besoins donc, innover en matière de méthodologie, aller vers des méthodologies actives qui permettent vraiment l'implication de tous, mais aussi qui permettent de répondre dans les délais aux besoins d'information. Je pense qu'on peut rester global sur une note positive. Si on voit juste au cours des 2 dernières années ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays francophones, il y a eu une grande évolution. En 2020, le Madagascar a élaboré une politique nationale d'évaluation, le site national d'évaluation, des capacités nationales d'évaluation, s'est doté d'un guide d'élaboration des politiques publiques. La Côte d'Ivoire, pareil, est en train de mettre en place une loi pour encourager l'évaluation. On voit ce qui se passe au Gabon, on voit ce qui se passe au Togo, au Bénin. Donc, il y a une dynamique positive à court terme, mais il nous revient à nous, les structures d'appui, de soutenir cette dynamique-là à travers les innovations méthodologiques, à travers l'insistance sur les questions participatives pour qu'à moyen terme, ces évaluations soient vraiment utilisées par les décideurs. Merci, c'est excellent. Sophie, à toi la dernière aspiration. Merci. Alors, je voudrais d'abord terminer sur une note positive et expliquer que quand nous avons lancé l'initiative globale de l'évaluation, nous avons entendu une reconnaissance en fait très forte et très généralisée au sein des gouvernements, mais aussi des associations d'évaluateurs, de la société civile africaine, une reconnaissance très forte de l'utilité de l'évaluation et des lacunes à combler en Afrique francophone. Mais mon aspiration, c'est que de ce constat, que ce constat vraiment se traduise à l'avenir en des actions réelles et sincères. Et je vais vraiment terminer en disant ces actions sont vraiment nécessaires dans le contexte aujourd'hui où l'Afrique francophone, comme le reste du monde, est confrontée vraiment à des problèmes de société, de développement très, très importants et où l'évaluation est vraiment un élément essentiel pour assurer la qualité et l'inclusion des décisions publiques et des résultats en Afrique francophone. Donc, mon aspiration, c'est de traduire ce constat partagé en actions concrètes, coordonnées et partagées entre tous les acteurs. Merci. Merci infiniment à vous tous. Merci Sophie, merci Isabelle, merci Edoué, Jean-Serge, monsieur Hamadi. Je pense que ça a été à la hauteur de la richesse qu'on attendait comme discussion. C'est vrai que
c'est un sujet assez complexe et qu'on est, vraiment bien lancé dans les discussions, que c'est pas fini. On a tellement sur la table beaucoup de travaux avec les GI, avec tous les partenaires et les acteurs qui doivent continuer à travailler. Et je pense que la note positive l'emporte sur le constat négatif avec lequel on a commencé ce panel. Et ça fait tout simplement donner le goût de continuer à donner à ce champ riche. Merci infiniment. Je ne sais pas, Astou, si tu veux dire quelque chose, sinon on est largement au-delà de la limite de temps qu'ils nous ont donnée. C'est parfait. Je pense que vous avez tout dit. Les échanges ont été très riches. On espère continuer cela en 2022. Donc, on en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et aussi remercier nos participants qui ont été là avec nous au cours de ces échanges. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt. Joyeuses fêtes à tout le monde et au plaisir de continuer le travail en 2022 ensemble. Merci. Ensemble.